La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du lundi 13 janvier 2025. Son titre ce matin, le scénario ciel bleu part en vrille. La multiplication des indicateurs économiques robustes aux États-Unis est en train d'effrayer les investisseurs. Alors cette phrase peut paraître un petit peu bizarre, mais elle est bien réelle. Les financiers aiment quand les situations sont sous contrôle, parce que ça limite les risques tout simplement. Quand l'économie va mal ou quand elle va trop bien, des déséquilibres apparaissent et peuvent provoquer des crises. Et actuellement, l'économie américaine va trop bien et ça crée un risque de surchauffe. Et quelle est la réponse classique au risque de surchauffe ? Ce sont des taux directeurs élevés pour empêcher les prix de s'envoler. Pourquoi ? Parce que quand l'argent est plus cher, l'accès au crédit se complique, la confiance baisse, les ménages et les entreprises dépensent moins et un cycle de ralentissement se met en place. Normalement, ça marche assez bien, mais le souci avec la situation 2025, c'est que les taux américains sont déjà assez élevés et que les investisseurs misaient sur leur baisse progressive. Et là, la donne est quand même un petit peu en train de changer et les paris de réduction des taux sont en train de fondre comme neige au soleil. Bank of America, qui aime bien prendre des positions assez tranchées, pense depuis ce week-end que la Fed ne réduira pas du tout ses taux en 2025. Elle pense même que le prochain mouvement pourrait être une hausse. Bon, certes, c'est un petit peu provocateur, mais Bank of America, c'est quand même pas des perdreaux de l'année, donc la voix compte. Goldman Sachs, pour sa part, a réduit de 3 à 2 baisses de taux cette année son pronostic. Citi est toujours positionné à 5 baisses de taux, mais les voit toutes arriver après le mois de mai. Les traders, eux, ils hésitent entre 1 et 2 baisses de taux actuellement sur l'année 2025. Ce qui est sûr, c'est que tout cela illustre à merveille le fait que personne n'en sait foutrement rien, ce qui est un très bon indicateur de ce que j'expliquais plus haut. La situation est confuse et ça explique la baisse des actions début 2025. Le marché obligataire, lui, il envoie ce message depuis quelques semaines déjà. Il nous dit « Attention, la donne monétaire est en train de changer aux États-Unis ». L'obligation d'État US à 10 ans se rapproche du cap psychologique des 5% de rendement. Et là, ça nécessite quelques explications. Le marché obligataire est dans un marché baissier depuis 6 ans. C'est même l'un des 3 plus gros marchés baissiers des 240 dernières années. Et là, je rappelle que le prix des obligations recule quand leur rendement augmente. C'est la raison pour laquelle on parle de marché baissier alors que la rémunération progresse. Le prix de l'obligation baisse donc, mais son rendement augmente. Cette pression, elle trouve ses racines dans un triptyque macroéconomique, la montée du populisme, l'explosion de la dette publique et la posture inflationniste des banques centrales, note d'ailleurs Bank of America dans son étude hebdomadaire. Et que se passe-t-il quand les rendements obligataires montent ? Ça exerce une pression sur les actifs à risque, ce qui force les investisseurs à réévaluer leur stratégie de diversification. En effet, quand vous avez un rendement de 5% sur des actifs très peu risqués, pourquoi tenter le diable en allant chercher de la performance sur des choses qui sont beaucoup plus risquées ? Actuellement, il n'y a d'ailleurs pas qu'un arbitrage entre actions et obligations, les ramifications se sont étendues aux maillons faibles qui pourraient être déstabilisés par une hausse des coûts de financement. C'est la raison pour laquelle le Brésil, le Royaume-Uni et la France sont chahutés, soit à travers leurs devises, soit à travers leurs coûts d'emprunt, soit à travers leur marché action, voire une combinaison des trois, par exemple pour le Brésil. Donc pour résumer, comme dirait ChatGPT, aux États-Unis, les investisseurs sont en train de faire le deuil de la baisse des taux à court terme. Les indices de Wall Street ont pris une bonne claque la semaine dernière, aussi bien les gros que les petits d'ailleurs, puisque le Russell 2000 c'est l'indice des small cap US, a perdu 8% en un mois alors que c'était le pari favori du retour de Donald Trump aux affaires. Il faut s'attendre à une période plus compliquée donc si les prochains chiffres d'inflation américains restent élevés. On aura un premier test dès aujourd'hui avec l'indicateur d'inflation à 1 an de la Fed de New York avant les données sur la hausse des prix en décembre. Elles seront publiées mercredi. On enchaîne avec les actualités à retenir pour démarrer la semaine. D'abord, la Russie a dénoncé samedi les nouvelles sanctions des États-Unis contre son secteur énergétique. Cela n'a pas empêché les cours pétroliers de bondir avec un baril de Brent qui a repassé le cap des $81. Ça porte sa hausse sur un mois à 10%. Et évidemment, ce n'est pas un signal très positif pour l'inflation future. La ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, a déclaré qu'elle avait l'intention d'entretenir des relations pragmatiques avec les dirigeants chinois afin de stimuler les exportations. La Maison-Blanche estime qu'un accord sur la libération des otages israéliens est très proche. Les pompiers progressent lentement dans leur lutte pour contenir le brasier qui a rasé des pans entiers de quartiers de Los Angeles. Les conditions météo restent défavorables. Les spécialistes estiment que les assureurs californiens vont souffrir alors que l'exposition des grands groupes internationaux est plutôt modérée. Bonne nouvelle en Chine, ça n'arrive pas si souvent que ça. Les chiffres d'import-export de la Chine en décembre sont meilleurs que prévu.
On passe à l'agenda maintenant, agenda des sociétés. On a un focus sur les banques de Wall Street qui, comme d'habitude, sont parmi les premières très grosses capitalisations à publier leurs résultats trimestriels. JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, BlackRock et Citigroup communiqueront dès mercredi à la mi-journée. En Europe, la tête d'affiche de la semaine s'appelle Compagnie financière Richemont. C'est prévu jeudi et c'est évidemment un gros enjeu pour le secteur du luxe dans son ensemble, donc pour les valeurs françaises du CAC 40. Sur l'agenda macro, on a 2 temps forts cette semaine et j'en ai déjà parlé, c'est la prévision d'inflation à 1 an de la Fed de New York aujourd'hui et l'indice des prix à la consommation de décembre aux États-Unis, ça c'est mercredi. Côté Asie-Pacifique ce matin, eh bien tout recule, même le marché chinois en dépit des chiffres d'import-export plus favorables que prévu. On a des baisses de 1% environ à Hong Kong, à Séoul et à Sydney. Taipei corrige de 2%. Bombay tient un peu mieux mais cède malgré tout 0,5%. Le marché japonais est lui fermé pour un jour férié. Les places européennes sont attendues dans le rouge à l'ouverture alors que les indicateurs avancés de Wall Street font grise mine actuellement. Dans l'actualité des entreprises, en France d'abord, Stellantis a atteint son objectif de réduire ses stocks aux États-Unis de plus de 100 000 véhicules fin 2024. Sanofi annonce la première approbation de Sarclisa en Chine pour le traitement du myélome multiple en rechute ou réfractaire de l'adulte. Philippe Pascal, qui est l'actuel directeur général finance de ADP, succéderait à Augustin de Romanet aux commandes d'Aéroports de Paris. Elis a acquis une société en Suisse. Biomérieux a racheté les 80% du capital de SpinChip Diagnostics qu'elle ne détenait pas. La facture est de 111 millions d'euros. On a 2 infos dans la lettre cette semaine, un signalement visant Tikehau Capital qui a atterri au parquet national financier et Atos qui se préparait à un plan stratégique qui recréerait des liens entre Eviden France et Tech Foundation, toujours selon la lettre donc. L'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire le groupe Eagle Football, a transféré un milieu de terrain qui s'appelle Maxence Cacré à Côme en Italie pour 16,5 millions d'euros et on a côté publication en France les chiffres de Spineguard. Ailleurs en Europe, UBS devrait être considérée comme étant trop grande pour la Suisse à la suite de son rachat du Crédit Suisse, estime l'ancien ministre suisse des Finances Ueli Maurer dans les colonnes d'un journal local. Strauer envisagerait de céder sa branche panneau d'affichage valorisée 4 milliards d'euros selon les infos de Bloomberg. La banque numérique italienne Illimity a déclaré que l'offre de rachat lancée par sa rivale Banca IFIS avait été une surprise, donc c'est une offre hostile. Leonardo est poursuivi pour 2,15 milliards de livres devant un tribunal londonien en raison d'un accident d'hélicoptère survenu en 2018 qui avait entraîné la vie à un magnat thaïlandais. ABN AMRO a choisi Marguerite Bérard comme nouvelle directrice générale. Simrise obtient le feu vert des autorités suédoises pour son projet de rachat de Probi et Deutsche Bank prévoit d'augmenter de 10% les primes de ses banquiers. Sur l'agenda des publications en Europe, on a Brunello Cucinelli, Oxford Nanopore ou Page Group. En Amérique du Nord, le rachat d'Ansys par Synopsys pour 35 milliards de dollars a été validé par l'UE. Les pompiers enquêtent pour savoir si l'infrastructure de Southern California Edison a déclenché un feu de broussailles qui a entraîné les incendies de Los Angeles. J&J étudie la possibilité d'acquérir Intracellular Therapies, a rapporté Bloomberg. Meta et Amazon reviennent sur leur programme en matière de diversité, mais Apple le conserve. Hershey devrait changer de CEO en 2026 selon Semaphore. Eli Lilly est sur le point d'acquérir la biotech Scorpion Therapeutics pour 2,5 milliards de dollars, ça c'est une information du FT. KKR étudie la possibilité de vendre l'entreprise britannique Viridor selon Bloomberg. Biogen va racheter les parts résiduelles de Sage Therapeutics pour 442 millions de dollars. HP Enterprise a signé un contrat d'1 milliard de dollars pour fournir des serveurs optimisés pour l'IA à X. Et Gillhead et Leo Pharma s'associent pour développer des programmes de lutte contre les maladies inflammatoires. En Asie-Pacifique et ailleurs, Bain Capital a relevé son offre pour Insignia Financial à 4,30 $ australiens par action contre 4 $ australiens précédemment. TSMC commence à produire des puces de 4 nanomètres en Arizona. BYD s'apprête à lancer le SUV compact Atto 2 en Europe en février et Tencent a réduit sa participation dans Waymob à 2,94%. Voilà, c'est terminé pour ce premier point de marché de la semaine. Bonne journée à toutes et à tous.